J'ai pas seulement une histoire tragique d'un jeune homme qui a été tué à la guerre, j'ai en fait l'histoire de la transformation d'un symbole. D'abord, un symbole d'un élan vers la victoire, ensuite un symbole du sacrifice, et finalement une question ouverte dont la réponse déterminera en fait l'avenir de l'Arménie dans les 10-15 prochaines années. C'est qu'est-ce qu'on fait après ce conflit ? Pierre Sautreuil est journaliste au quotidien La Croix. Fin 2020, il a couvert le conflit du Haut-Karabakh, une région que l'Azerbaïdjan et l'Arménie voulaient tous deux contrôler. Quelques jours après le cessez-le-feu, qui signe la défaite de l'Arménie, il se rend à Erevan, la capitale du pays. Dans la rue, il tombe sur la photo d'un artilleur de 19 ans au front. Pierre Sautreuil décide alors de retracer l'histoire de ce cliché qui a fait le tour du monde. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la 4e saison de L'Envers du récit. Je m'appelle Pierre Sautreuil, je suis journaliste au service international de La Croix et je vais vous raconter un reportage que j'ai fait en Arménie, juste après la fin du conflit qui a opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et tout particulièrement, je vais vous raconter une photo qui m'a beaucoup marqué et sur laquelle j'ai enquêté. Le conflit a éclaté fin septembre 2020 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a pour objet une région contestée dans le Caucase, que les deux pays revendiquent, qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui, au niveau du droit international, est reconnu comme un territoire azerbaïdjanais, mais qui est occupé de facto depuis la chute de l'URSS par l'Arménie. Les Azéris n'ont jamais renoncé à ce territoire. Il y a eu plusieurs affrontements depuis la chute de l'URSS. Et là, avec l'appui de la Turquie, en septembre 2020, ils décident de lancer une offensive qui va être déterminante, parce qu'au bout de 45 jours de combat, elle aboutit à une défaite arménienne cuisante et à un accord de paix qui est arraché au gouvernement arménien avec l'intercession des Russes qui jouent les arbitres dans ce conflit et qui voit cette défaite actée par la rétrocession de plusieurs régions du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Pour les Arméniens qui reconnaissent cette région comme le cœur historique de leur nation, un des lieux les plus importants culturellement et historiquement, c'est un traumatisme. Et c'est les conséquences du conflit que La Croix va m'envoyer documenter dans les jours qui vont suivre la conclusion de cet accord de paix. Donc moi, je suis arrivé au service international en octobre 2020. J'ai eu à peine le temps de prendre mes quartiers et tout de suite, en fait, il a fallu partir sur le terrain. Ça a été un moment de grande excitation parce que quand on est reporter, c'est toujours quelque chose de très enthousiasmant de se dire « Ok, on a 10 jours, 2 semaines ». Pour remplir sa mission, pour couvrir la situation du mieux qu'on peut, envoyer des articles qui soient bien faits, complets, mais également originaux, qui donnent à voir la réalité de la situation sur le terrain. Et donc, on sait que là, la priorité, ça va être qu'est-ce qui va advenir des civils arméniens qui vivent sur le territoire du Haut-Karabakh. Parce que beaucoup vont devoir quitter leur domicile et rentrer en Arménie. Cela dit, j'avais repéré un autre élément que j'avais envie de creuser. C'est une photo qui s'était imposée comme la photo emblématique du conflit. On voit souvent dans les conflits armés, il y a une photo de presse qui va s'imposer de manière décisive. Donc dans l'histoire, on a par exemple le lever de drapeau sur Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale. On a la petite fille brûlée par le napalm pendant la guerre du Vietnam. On a cette photo d'une jeune fille aux yeux verts en Afghanistan. Cette espèce d'imaginaire du reportage de guerre, en fait, où souvent vient une photo qui est emblématique parce qu'elle vient cristalliser quelque chose. Et là, en fait, il y a une photo qui s'est naturellement imposée pendant les 45 jours du conflit dans le Haut-Karabakh. Et cette photo, c'est celle d'un jeune artilleur, Albert Ovanessian, qui a 19 ans, et qu'on voit dans une photo qui est assez curieuse, dans le sens où on le voit devant son canon qui fait feu. Il est recroquevillé quasiment, courbé, il hurle, ou alors il a la bouche ouverte, comme pour absorber le recul de son canon qui fait feu derrière, et l'arrière-plan est rempli de flammes. Et moi, il m'a fait immédiatement penser au cri de Munch, c'est-à-dire une espèce de figure torturée comme ça, de grande fragilité. Et c'était très curieux de voir que les Arméniens ont adopté immédiatement cette photo comme une photo dans laquelle ils se reconnaissaient, quoi. Du moment où elle a été diffusée dans les premiers jours de la guerre,
Elle était sur tous les profils Facebook, elle était sur tous les sites gouvernementaux. Il y a même des gens qui se la sont fait tatouer. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un peuple va se reconnaître dans une photo et dans l'image qu'elle va choisir en fait pour représenter son engagement. Il y avait ce côté un peu, peut-être David contre Goliath, qui est assez fréquent dans l'histoire de l'Arménie, voilà, qui a subi tant de tragédies, qui a été persécutée par la Turquie. L'idée d'une nation qui a été opprimée et qui, là, va se reconnaître dans ce corps fragile, tordu, percuté par l'onde de choc d'un canon qui fait feu, mais qui les représente combattants, souffrants, mais engagés, quoi. Et voilà, donc il y a une espèce de choix qui s'est fait. Les gens ont choisi Albert, quoi. Et je me suis dit, waouh, ce serait vachement bien d'aller rencontrer ce gars, quoi. Et en fait, j'ai appris, avant de partir en Arménie pour faire mes reportages, j'ai appris que Albert était décédé, et qu'il était décédé dans les premiers jours de la guerre. Et donc, je suis allé en Arménie, et tout de suite, je me suis dit, il faut rencontrer sa famille, quoi. Il faut essayer de donner à voir qui il était, et quelle trace ça laisse, quoi. Et donc, j'arrive, et là, je commence à travailler, je commence à faire mes reportages dans le Haut-Karabakh, et puis je reviens à Yerevan, et je demande à ce qu'on appelle un fixeur, c'est-à-dire un journaliste local ou un guide local qui connaît bien la situation, qui a des contacts, et qui va souvent servir d'assistant aux journalistes envoyés sur le terrain, qui eux n'ont pas nécessairement tous les contacts, qui n'ont pas tous les codes. Je demandais donc à un fixeur de trouver le contact du père d'Albert Ovanessian. Il va y parvenir. Moi, je parle russe, j'appelle le père d'Albert, Artak, et au téléphone, j'ai quelqu'un qui s'exprime pas trop en russe, préfère l'arménien, donc okay, je vais avoir besoin d'un traducteur. Je contacte une traductrice, on prend rendez-vous, et le père d'Albert me reçoit chez lui. Là, je me dis, formidable, on va pouvoir commencer à enquêter sur cette histoire qui est tragique, quoi. J'arrive chez lui et j'ai l'impression de rentrer dans un tombeau. Tout est à sa place, il n'y a rien qui dépasse. La table est briquée. Il y a des petits napperons avec une coupelle en porcelaine dessus et quelques barres en chocolat empilées, mais vraiment, on aurait dit des caplas, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'absolument mort dans cette maison, dans le sens où rien ne vit. Dans la manière dont le ménage est trop fait, dont c'est trop propre, où les rideaux sont trop tirés, enfin, on sent immédiatement que la vie a quitté cette maison, quoi. On rentre dans le salon. Et là, c'est un mausolée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a partout des peintures peintes par des anonymes de cette photo d'Albert Ovanessian. Il y a des reproductions de la photo. Il me semble qu'il y a même une broderie. La photo est absolument partout, sous divers formats. Et le père d'Albert est là au milieu de ça. C'est un homme massif, voilà, des grosses mains, larges épaules, qui nous reçoit avec énormément de dignité. Un visage fermé, mais avec l'impression qu'à tout moment, quand il va parler, il y a quelque chose qui va surgir de lui, quoi. Une espèce de chagrin qu'il essaye d'enfouir, de réprimer. Son visage est rouge, parfois il le plonge dans ses mains. Enfin, on sent, c'est extrêmement douloureux pour lui. Mais il prend la peine et le temps de nous raconter qui était Albert, comment il a été appelé en service militaire, comment le conflit a éclaté, les visites que le père d'Albert lui avait rendues sur le terrain, parce que le père d'Albert avait également servi dans l'armée quasiment au même endroit. Et il me rappelle cette anecdote, voilà, on est allé le voir quelques mois avant le début des combats et il avait une permission, donc on est allé se balader dans la région et à un moment on a découvert une petite chapelle et on s'est dit voilà, ça c'est un présage, on sait que tu vas être en sécurité. Et au moment où il me dit ça, voilà, il serre sa main contre sa poitrine comme s'il avait une douleur fulgurante, quoi, et il pleure pas, mais c'est vraiment un moment qui est touchant. Néanmoins, c'est des moments d'interview où on est extrêmement concentré sur l'interview qu'on fait. On se dit, ok, voilà, j'ai tel élément, mais qu'est-ce qu'il faisait à tel autre moment? Qui était Albert? Où est-ce qu'il a grandi? Quel type de garçon c'était? Où est-ce qu'il a fait ses études? À quel moment il est parti à la guerre? Où est-ce qu'il a été déployé? Quel lien il avait avec Artak? Voilà, l'interview dure 1 heure, 2 heures. Et puis je lui demande, le corps d'Albert a été ramené à Yerevan. Est-ce que vous acceptez de nous emmener sur sa tombe? Et il accepte. Là, je me dis, c'est extraordinaire comme moment. J'étais accompagné d'un photographe qui est venu avec nous
au cimetière et on a assisté à ce moment qui est juste bouleversant où le père d'Albert nous amène devant cette tombe qui est sur une colline qui surplombe Yerevan et il y a cette tombe recouverte de tombereaux de fleurs. Et là, on voit la stèle d'Albert et on voit que cette photo est gravée sur la stèle. Et le père d'Albert s'accroupit auprès de la stèle et murmure quelques mots et dépose un baiser sur cette stèle. C'est un moment vraiment touchant, mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à ce moment-là, les émotions glissent un peu, quoi. On est dans le travail, il y a une espèce d'effet tunnel qui fait qu'on se concentre quasi exclusivement sur où j'en suis de mon histoire, est-ce que j'ai tous les éléments, est-ce que j'ai toutes les briques. On construit une histoire comme un Lego. Mais il y a quand même quelque chose qui me taraude à ce moment-là, c'est que je me dis, mais attends, les photos d'Albert, elles sont partout dans la ville, dans la capitale, dans tout le pays, sur des panneaux avec marqué « Nous allons gagner ». Et là, je me dis, mais il y a un truc à explorer là, parce que comment ils le vivent d'avoir cette photo qui, à la base, au moment où elle a été prise et diffusée, les gens ne savaient pas qu'Albert était mort, mais quasiment au moment où la photo a commencé à être diffusée. Au début, les gens voyaient cette photo en se disant extraordinaire, notre jeunesse combattante va repousser l'ennemi, comme elle l'a toujours fait, nous avons une super armée. L'armée arménienne avait la réputation d'être une armée qui se battait férocement et courageusement, et qui connaissait les montagnes du Haut-Karabakh. Enfin. Sauf que là, en fait, assez rapidement, ils vont apprendre que Albert est mort pendant la guerre, et donc ça change la signification de la photo. On se dit, mais elle devient plus un symbole de l'engagement de la jeunesse, mais du sacrifice de la jeunesse. Ça prend une dimension bien plus tragique, quoi. Mais néanmoins, les gens continuent d'y croire. Et là, il y a cet accord de paix qui est une humiliation pour l'Arménie. Et tout à coup, cette photo et le slogan qui est en dessous, « Nous allons gagner », prend quasiment le sens d'une promesse non tenue, avec une injonction hyper douloureuse qui est quel sens vous avez donné à la mort de milliers de soldats, de milliers de conscrits. C'est des jeunes hommes qui étaient à l'université, dans l'université d'Albert. Moi, j'ai rencontré des responsables d'université. On m'a dit, bah voilà, des gars de toutes les facultés sont décédés. Et on a un des doyens qui me disait, mais 12 de mes gars sont morts, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très intime, en fait, pour chaque Arménien. Tout le monde connaît une famille qui a perdu un proche. Et là, je mène l'enquête sur la manière dont s'est diffusée cette photo, dont elle a été choisie. Je rencontre une agence de communication qui me raconte que la mairie d'Erevan, au début du conflit, a dit « on fait place nette dans tous les espaces d'affichage, on va mettre des photos de soldats avec le slogan « Nous allons gagner », dont la photo d'Albert. » Et je leur demande « mais comment ça s'est passé pour vous, ce conflit, et comment vous le vivez maintenant que c'est perdu ?» Et là, ils me disent ce truc extraordinaire, c'est que on avait déjà des photos prêtes avec le slogan « Nous avons gagné ». Et donc le dépit qui se lit sur leur visage... Enfin, c'est une douleur sans nom de juste déambuler dans les rues de la capitale et de voir ces photos de jeunes hommes avec cette promesse non tenue, nous allons gagner, quoi. Tout le monde accepte de me rencontrer. Les rencontres dépassent mes espérances parce que j'ai pas seulement une histoire tragique d'un jeune homme qui a été tué à la guerre, j'ai en fait l'histoire de la transformation d'un symbole en différentes étapes. D'abord, un symbole d'un élan vers la victoire, ensuite un symbole du sacrifice, et finalement une question ouverte dont la réponse déterminera en fait l'avenir de l'Arménie dans les 10-15 prochaines années. C'est qu'est-ce qu'on fait après ce conflit ? Et même le photographe, en fait, qui a fait cette photo, qui est un photographe militaire, qui a assez peu de liberté, finalement accepte de me rencontrer au dernier moment. Donc c'est vraiment parfait, quoi. Un alignement des planètes idéal. Et là, je me dis, ok, j'ai tous les éléments qu'il me faut pour mon enquête. Et je suis très content d'avoir réussi à avoir tous ces éléments-là. Je rentre en France et j'ai pas longtemps pour l'écrire. J'ai 24-48 heures. Je prends une bonne nuit de sommeil après mon retour en avion et je me mets à l'écriture à 10h du matin. Ça va être un récit assez costaud et vraiment je me pose devant mon ordi et je me dis ok, rappelle-toi ce que t'as vu, quoi. Rappelle-toi les ambiances, les événements. Et là tout à coup en fait j'ai été pris d'une espèce de sensation bouleversante en fait. J'ai vraiment été vraiment ému, comme si ce que j'avais pas ressenti au moment de ma rencontre avec le père d'Albert venait maintenant. J'étais sur le point de pleurer sur mon ordi. Et là, j'ai commencé à écrire. Comme s'il avait fallu un moment que je me pose et que je sorte de cette espèce de course au témoignage et aux différents éléments et cette espèce
de frénésie qu'on peut avoir sur le terrain à se dire ok, je cours dans tous les sens, je dors peu, il y a beaucoup d'adrénaline et en fait je rassemble les matériaux dont va être composée mon histoire. Mais là on se dit ok, attends, ces matériaux c'est des matériaux humains, on les traite comme tels pendant les rencontres, hein, mais on met la charge émotionnelle de tout ça à distance. Et là tout à coup elle revenait. Et je crois que c'est ça aussi qui m'a permis de me sentir suffisamment en contact avec cette histoire pour pouvoir ensuite la restituer et la raconter. J'ai terminé mon article, il devait être 3 heures du matin. Je suis allé dormir quelques heures. Le lendemain, je me lève à 7 heures, je vais à la rédaction, je remets ma copie, on relit ensemble, on travaille l'édition. Ça part en impression et là, ça a continué, quoi. Et là, j'ai été KO pendant une semaine parce que j'étais complètement vidé, quoi, en fait. Je me suis rendu compte que cette histoire m'avait complètement séché. Et il m'a fallu un peu de temps pour m'en remettre. C'est ça qui m'a aussi fait réaliser que on croit pouvoir mettre les choses à distance, en fait, mais au final, peut-être qu'elles nous rattrapent toujours un petit peu, quoi. Et qu'il faut prendre le temps de les digérer, toujours un moment ou un autre. Le récit de Pierre Sautreuil sur le conflit du Haut-Karabakh est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix.